Cher et fidèle scribe accroupi, c'est une joie, pour la 4e fois, de vous accueillir au château de Fontainebleau, dans ce musée Napoléon Ier en développement régulier. Cette fois-ci, nous allons explorer des œuvres qui ont été mises en batterie et en exergue selon la logique suivante: des notes belges sur le clavier européen du musée Napoléon Ier. La dimension européenne est évidemment dans l'ADN même du musée, de par ce souci mimétique de refléter ce qui a été. Et en 1812, à l'apogée de l'Empire, bien évidemment, les départements belges font partie du Grand Empire. Et cette année-ci, nous avons pu, et pour la première fois, présenter des œuvres directement en lien avec le pays invité du Festival d'Histoire de l'Art qui s'est tenu au printemps 2023. Ce n'est pas un hasard que puissent ainsi être mises en batterie 8 œuvres que le public n'avait jamais vues. C'est parce que ces dernières années, elles ont été acquises dans le but précisément de pouvoir illustrer cette rive gauche du Rhin unie au Grand Empire. La Belgique actuelle et la France ont eu une histoire étroitement commune de 1795 à 1814, car après la révolution brabançonne de 1790-91, l'invasion française de 1793, eh bien, le Directoire décide de rattacher à la République française ces départements belges. Alors qu'entend-on par belge? Ça regroupe à la fois les anciens Pays-Bas autrichiens, qui auparavant étaient espagnols, qui auparavant étaient bourguignons. C'est une vieille histoire qui remonte à Charles le Téméraire, nous ne l'évoquerons pas ici, mais aussi la principauté de Liège. Il y avait un prince-évêque de Liège qui, au sein de cet empire romain de nations germaniques, mais aussi, enfin, le Luxembourg actuel qui, sous la République et l'Empire, était le département des forêts. La première œuvre de ce parcours belge est ce buste, sculpté par Janssens, qui est une acquisition par préemption de l'État en 1987, donc dans la foulée de l'ouverture du musée Napoléon Ier en 1986, et qui, là, à l'occasion de ce parcours belge, a été réinterrogée. En effet, l'iconographie en est peu banale. Que voit-on? On voit un homme vêtu en impérator romain qui porte une cuirasse, un paludamentum retenu par une agrafe, et dont le regard se perd dans un indéfini incertain. Que sait-on de cette statue? Les traits très jeunes du premier consul frappent. Néanmoins, sont sculptés un nom et une date au dos du buste. F.I. Janssens. F pour Fécite, et non pas S pour Sculpsit, 1808. On hésite à croire qu'en 1808, Napoléon Ier, empereur depuis 4 ans, ait eu ces traits-là. Cet exemplaire paraît une répétition postérieure, reflétant les traits du jeune premier consul. Présenté, semble-t-il, de 1808 à 1811 dans la Broduis, une propriété du marquis Paul Arconati à Bruxelles, ce buste fut exposé en 1811 au Salon des Arts, tenu à Bruxelles, alors préfecture du département français de la Dyle. Le livret mentionne « Buste en marbre blanc de Sa Majesté l'Empereur », il s'agit évidemment du titre qu'il porte alors, exécuté lors de son retour d'Égypte, avec cette précision, morceau envoyé par M. d'Arconati Visconti. Ce marquis Paul Arconati Visconti, d'une grande famille européenne qui avait des attaches en Lombardie et par mariage en Brabant, était maire, l'appellation française, les Belges aujourd'hui jadis disaient bourgmestre, était maire de Bruxelles de manière éphémère
en 1800. Et de fait, au retour de Bonaparte, bientôt premier consul, au retour d'Égypte de Bonaparte, il fait sculpter ce buste pour lui. C'est une commande privée, hein. Il la montre à ses invités dans sa demeure particulière à la Brodehuis et quitte la demeure pour être montré à tous dans cette exposition publique tenue à Bruxelles en 1811. Et que voient les visiteurs de ce salon? Eh bien, ils voient un homme effectivement très jeune, doté d'une cuirasse, et sur cette cuirasse, eh bien, se distingue un mufle léonin et 2 serpents. Petit détail qui n'avait jamais été remarqué. 2 serpents entrelacés, la tête de chacun rejoint une des attaches de la cuirasse. À quoi cela renvoie-t-il? Cela renvoie à Hercule, Hercule qui, enfant, dans son berceau, écrasa la tête des 2 serpents qui venaient le menacer. Hercule qui, adulte, auteur de 12 travaux, accomplit notamment celui de venir à bout du lion de Némée, dont la dépouille est exprimée ici par la tête et la queue représentées sur l'attache. Et donc ce que l'on voit, c'est une espèce de portrait allégorique du jeune Bonaparte en nouvel Hercule. Pourquoi l'insistance sur ces serpents? Eh bien, les serpents, à la tête dressée, expriment la zizanie, la dissension qui siffle sur les têtes des citoyens en zizanie. Et songez par exemple que la statue équestre du roi Joseph Ier du Portugal sur la place du Commerce, donc le cheval foule aux pieds des serpents dressés. Or, que fait Bonaparte de retour d'Égypte? Eh bien, il vient clore la Révolution. Il vient s'emparer du pouvoir, et ce qui légitime qu'il occupe le pouvoir, c'est qu'il fait taire les dissensions. Citoyens, la Révolution est terminée là où elle a commencé, 1789. Plus tard, très peu de temps après, il dira « ni bonnet rouge, ni talon rouge, ni jacobin, ni aristocrate », faire taire les dissensions. Et Bonaparte, qui est allé en Égypte, dans les pas d'Alexandre, qui est allé au bout du monde, revient en César, pacificateur, qui va faire taire les zizanies. Voici ce que reflète ce buste, probable répétition en 1808 d'un exemplaire princeps aujourd'hui non localisé, et qui, par le jeu de succession et de vente, se retrouve aujourd'hui en tête de la galerie de la famille impériale des portraits peints et sculptés, et qui, plus tard, à l'horizon du 2 décembre 2028, lorsque nous aurons redéployé le musée sur 2 étages, se trouvera très probablement dans la suite d'une galerie de bustes de grands hommes et d'empereurs romains. Napoléon, en étant la conclusion, vous savez qu'il a dit « Je suis le dernier Romain ». Vous êtes aujourd'hui accueillis en tête du parcours du musée Napoléon Ier par le dernier Romain né d'un ciseau belge. Nous voici devant la première travée de la première vitrine de la première salle du musée Napoléon Ier. Et 2 œuvres peuvent retenir notre attention. Cette soucoupe par une manufacture parisienne représentant sur le bassin le plan de la bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805, soucoupe qui va de pair avec une tasse sur laquelle est représenté en grisaille et de profil un homme, le vainqueur de la bataille, Napoléon Ier, empereur des Français, et dont les traits sont évidemment ceux de César. Et il est de surcroît lauré à l'antique. Si l'on compare le profil qu'a dessin Janssens, le sculpteur bruxellois, vers 1800 et par une répétition de 1808, donné aux chefs de l'État et chefs de guerre, avec la façon dont, dans une manufacture parisienne, on peint le chef de l'État et chef de guerre, on voit bien que cela n'est pas fortuit et qu'il s'agit
bien sûr, de camper Napoléon en nouveau César. Par ailleurs, un don récent de M. Tariq Bouguerira, fondateur de la galerie Imperial Art, permet d'évoquer l'élévation à l'Empire du 18 mai 1804 par Senatus Consulte. Au droit de la médaille, le profil du souverain, c'est traditionnel. Au revers, une scène très concentrée, c'est l'art de la médaille, où l'on voit deux hommes, un sénateur et un homme du peuple, élevant sur le pavois l'empereur des Français. Et ce geste du pavois renvoie à plusieurs traditions romaines, celtes, germaniques, semble-t-il, et montre que l'empereur tient son pouvoir du Sénat et du peuple, Senatus populusque Romanus, disait-on dans la Rome antique. Des attributs tout petits sur le côté viennent spécifier le sénateur, un texte, est-ce l'idée même de loi ou le Senatus Consulte, et puis une charrue, la charrue du paysan français, le peuple français étant dans ses profondeurs, en large part, paysan. Et sur la tranche de la médaille, une inscription gravée, nominative et en quelque sorte dédicatoire, ou en tout cas reflétant une destination, G, on n'a pas le prénom, Besse, président du canton de Vertaison, dans le Puy-de-Dôme. C'est des profondeurs du pays que sourd ce pouvoir incarné en Napoléon. Ce pavois, nous le retrouverons sur une esquisse où Jupiter indique un pavois au jeune héros doté d'une flamme tricolore, extraordinaire esquisse, peut-être née d'un pinceau belge. Deuxième étape dans ce parcours belge, et en suivant l'ordre chronologique, c'est l'élévation à l'Empire. Et cette élévation à l'Empire peut être exprimée par une esquisse extraordinaire que le 5 mai 2021, bicentenaire de la mort de l'empereur déchu à Sainte-Hélène, nous avons pu préempter en vente publique à Paris, provenant d'un homme de goût, un galeriste belge qu'il avait acquis en Belgique. Cela suffit-il à fonder une création belge? Tel est le débat. Une image de taille moyenne, une esquisse préparatoire à quelque chose de bien plus ample. Pourquoi? Est-ce que c'est en vue d'orner un palais? Est-ce que c'est pour répondre à un concours? L'exploration des livrets de toutes les villes du Grand Empire permettra un jour d'y répondre. Pour l'heure, sans proposer d'attribution, tenons-nous au décodage de cette image. Vous avez sur une falaise escarpée, et qui n'est pas la craie des côtes de la Manche face à l'Angleterre, qui est quelque chose de bien plus ample et qui renvoie à l'Eda, à quelque chose d'ossianesque. On voit des congélations d'un monde presque polaire. L'on voit un homme nu, glaive pendante au côté, tenant de son bras gauche un bouclier frappé d'une aigle et qui s'avance, le front scintillant de la flamme tricolore du génie de la République. Et l'Empire français, c'est la prolongation sous une autre forme de la République française. Il est présenté par Minerve, Minerve dotée d'un casque grec et d'une cuirasse, où l'on voit la gorgonéion, la tête de Méduse, qui le présente à Jupiter. Jupiter qui trône du haut des cieux, tel un dieu, le père chrétien, des immenses retables d'églises flamands de la Contre-Réforme. Jupiter qui, de sa main droite, montre un pavois présenté par Mercure, ce pavois sur lequel le Sénat et le peuple romain, ou le Sénat et le peuple français, en 1804, le 18 mai 1804, ont élevé le premier consul en empereur des Français. Au-dessus de Bonaparte, devenu Napoléon Ier, au-dessus du héros à la nudité antique,
vous avez une triade masculine, un homme casqué, portant cuirasse avec une grand padudamentum rouge, hein, une sorte d'imperator, c'est Mars. Mars qui a des armes massées à ses pieds, Mars, dieu de la guerre. En face de lui, c'est Hercule, Hercule doté de sa noueuse massue, hein, la force, ce même Hercule qui exécuta ces 12 travaux auxquels a fait allusion par le ciseau le bruxellois Janssens. Enfin, au-dessus, vous avez un homme plus grêle qui appuie sa main sur une enclume et qui tient une arme, c'est Héphaïstos, Vulcain, en latin, Vulcain, qui forge les armes des héros antiques et qui est une allusion à l'immense entreprise d'armement menée par la France depuis 1803, depuis la rupture de la paix d'Amiens avec l'Angleterre, à l'initiative de l'Angleterre, cette vaste entreprise d'armement qui, un jour, espère-t-on, permettra de vaincre l'Angleterre. En effet, à la date probable de réalisation de cette esquisse, campe sur les côtes de la Manche, depuis Cherbourg jusqu'à Ostende, dans la mer du Nord, campe une immense armée, l'armée des côtes de l'océan, plus de 200 000 hommes, des centaines d'embarcations, avec l'espérance que, si la flotte anglaise qui défend les îles britanniques est attirée ailleurs ou à un moment de faiblesse, eh bien on pourra franchir la Manche, débarquer en Angleterre, et là, l'armée française est sûre de vaincre sur terre. C'est ce que fit Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, en 1066. Et pour préparer les esprits, cette broderie de Bayeux est précisément montrée à l'opinion publique à Paris pour montrer par une analogie historique, gage de succès. Donc ces détails incitent très à dater le tableau entre 1803 et août 1805, le moment où, suite à l'invasion par l'Autriche de la Bavière alliée de la France, cette armée des côtes de l'océan pivote, marche sur l'Europe centrale et prend à ce moment-là le nom de Grande Armée. Ce sera la prise d'Ulm et l'écrasante victoire d'Austerlitz. Vous voyez, on est dans cette année 1805. Néanmoins, d'autres détails pourraient-ils encore affiner la datation? Nous avons dans le coin supérieur gauche, nous avons des poutis qui brandissent, qui une partition qu'ils lient, et des rameaux d'olivier, qui une couronne de fer. Et en effet, à la forme de fleuron en forme de clou, c'est très clairement une allusion à la couronne de fer, hein, cette couronne de fer des rois lombards qui avait pour armature intérieure un clou de la Passion du Christ. Or, on sait que Napoléon Primo, re d'Italia, ceint la couronne de fer des rois lombards au Duomo de Milan le 26 mai 1805. Vous voyez, on est vraiment dans ces mois-là. Que voit-on aussi? On voit à l'aplomb de Jupiter son aigle, et l'aile droite de l'aigle est en partie masquée par ce pavois hein, sur lequel va être élevé le nouvel héros antique. L'aigle de Jupiter qui enserre en piette foudre qui va frapper probablement l'Angleterre. On voit aussi une figure de victoire et d'opulence réunies qui, de son bras gauche, tient une gerbe de blé et puis des ramures végétales, une opulence, une sorte de cérès ailée, et de l'autre main tient un attribut savamment composé où vous avez la lyre de la musique, et la lyre qui chante les héros des exploits antiques, lyre sur laquelle s'accroche l'étoile à 5 branches de la Légion d'honneur. On reconnaît le ruban rouge, mais surtout c'est le bijou du grand collier. Et ça, c'est décidé de créer après juillet 1804. Vous voyez, on est toujours dans ces années 1804-1805. Et puis, il y a des attributs. On reconnaît bien sûr la palette et les pinceaux de la peinture, un buste pour exprimer la sculpture, une règle et des plans derrière pour exprimer l'architecture, et même, semble-t-il, sous la règle, un coin. Et les coins, c'est ce qui, coin en anglais, hein, ça donne le mot coin en anglais, les coins, c'est ce qui permettent de battre monnaie et frapper médaille. Or,
Dominique Vivant-Denon, directeur du musée Napoléon, le Louvre actuel, était aussi, et il l'affichait fièrement dans son en-tête imprimée, directeur de la monnaie des médailles. Et la monnaie des médailles, c'est l'histoire métallique du règne de Louis le Grand, repris par Napoléon par mimétisme, et parce que c'est un attribut de la majesté, ce que Denon, le flatteur Denon, dans une lettre à Napoléon, appelle le narré numismatique de votre majesté. Autant cette association des arts, peinture, sculpture, architecture, les trois arts nés du dessin, est courante, autant la présence d'un coin qui exprime l'art de la médaille est rarissime. C'est un artiste qui a du bagage conceptuel, qui a un sens synthétique, qui concentre, mais ça n'est pas tout. Sous cet attribut des arts, vous avez la chouette, animal de Minerve. Et qu'est-ce qui pend au cou de Minerve? La lampe de l'étude, de forme antique, la lampe de l'étude et le sablier du temps, du destin qui s'écoule. C'est évidemment cet animal, la chouette nocturne de la qui prend son envol à la tombée de la nuit, chère à Hegel, se trouve en correspondance bien sûr avec Minerve qui élève, qui présente Napoléon. Poursuivons notre décryptage. Au-dessous, vous avez des hommes nus, très en colère semble-t-il, et qui semblent maudire le côté gauche du tableau. Avant la restauration par Madame Marielle Doyon-Crimaille, que je remercie pour son attention scrupuleuse et sa grande finesse, eh bien, avant cette restauration, toute récente, ces personnages étaient beaucoup plus noirs, d'où la piste un temps envisagée d'une allusion à l'esclavage. Ce qui eût été un point évidemment très intéressant, parce que c'est un aspect à évoquer au musée. La difficulté est que nous manquons évidemment d'œuvres pour rendre compte de ce fait. La restauration a montré que c'était des repeints, donc on ne peut pas explorer cette piste. En tout cas, ce sont des gens qui se sentent victimes, qui sont furieux. Est-ce des prisonniers français raflés traîtreusement par l'Angleterre au printemps 1803 et entassés sur des pontons pourris où eux-mêmes entrent en déliquescence et pourrissent et meurent? Est-ce une possible allusion, c'est audacieux de dire cela, au traître bombardement de Copenhague par la capitale du Danemark, allié de la France, en tout cas neutre, et c'était suffisant pour s'attirer les foudres de l'Angleterre, au bombardement par Nelson en 1801 de Copenhague? Est-ce une allusion à tous les méfaits que l'on prête aux Anglais sur les mers? Très probablement. Au-dessous encore, vous avez des petits vents, des éolunais, qui ont prêté leur concours, et cela a abouti à la submersion d'un navire anglais. Et là, vous voyez l'Union Jack qui va s'enfoncer dans les flots tumultueux rendus par un empattement de matière blanche. C'est un détail extraordinaire, et qui, lorsque ce tableau est passé en vente, a retenu notre attention. Jamais on ne voit exprimer ainsi cette attente, cette espérance d'une victoire sur l'Angleterre. Et puis enfin, vous avez cette figure extrêmement fougueuse vue de dos, où Neptune, avec un grand paludamentum rouge, comme les empereurs romains, conduit un char, un bige, vous voyez la roue, qui est aussi peut-être une allusion indirecte à la roue de la fortune. De sa main droite, il tient un trident, le sceptre des mers, que les Français entendent ravir à l'Angleterre, et de sa main gauche, il désigne non pas un vaisseau fantôme, à première vue on se dit tiens c'est une sorte de vaisseau dématé très étrange, en fait c'est une rade sur laquelle s'élève une ville qui a attiré le châtiment de Neptune, la colère des hommes et la fureur des dieux. Cette esquisse est très certainement contemporaine du camp de Boulogne. De Brest en Bretagne au Texel en Hollande, l'armée des côtes de l'océan était rassemblée en 1803-1805 sur la Manche et la mer du Nord en vue d'envahir l'Angleterre. C'était avant Trafalgar, le 21 octobre 1805. Vous le voyez, cette esquisse est extraordinairement encodée. On peut aussi convoquer des références littéraires, le quos ego, la fureur de Neptune, ça c'est l'hypothèse d'un professeur de lettres classiques, Corinne Beyeler.
On peut aussi, et ça n'est pas contradictoire, convoquer le Timée et l'Atlantide, et c'est l'hypothèse de David Mihiroux, professeur d'histoire, chef du service pédagogique. C'est en étroite collaboration avec lui qu'a été conçu ce parcours des notes belges sur le clavier européen. Ça suppose que l'artiste ait cette culture, mais des artistes qui avaient du bagage, il y en avait. Et aux yeux d'Ingres, par exemple, ce qui comptait avant tout, c'était d'avoir le bagage littéraire qui permettait ensuite de traduire l'idée par le pinceau. Cet artiste était-il belge? Était-il français? Pour l'heure, il est impossible de répondre. Ce qui est sûr, c'est que c'était quelqu'un avec énormément de bagages, des mobilisations formelles empruntées à plusieurs répertoires, et le format laisse penser que ça pouvait s'inscrire dans peut-être un palais impérial. Dilaté, cette image aurait une majesté incroyable, et nous cherchons de ce côté-là, peut-être par la grâce d'un livret, un jour nous trouverons l'auteur. Est-ce même un concours? Voilà, la recherche est en cours. Le musée Napoléon Ier est un musée participatif de deux façons. Participatif par les suggestions et les idées que de jeunes chercheurs, confirmés d'ailleurs, peuvent apporter, et participatif aussi par l'apport de chacun. Monsieur Tariq Bouyerira a offert cette médaille, la famille de Monsieur De Villers, meilleur ébéniste de France, a offert un magnifique compas de compagnons de la fin du XVIIIe, etc., etc. Chacun peut apporter sa note à cette partition européenne qu'est le musée Napoléon Ier. Ce dessin, préempté par l'État en 2013, offre une scène très étrange. De retour d'un voyage en Hollande réuni à l'Empire français en 1810 et de passage à Liège, préfecture du département alors français de l'Ourthe, le couple impérial visita la fonderie impériale fabriquant des bouches à feu de tout calibre pour la marine et pour les batteries de côte. La scène, campée dans un décor à la fois piranésien et théâtral, est truffée de références ambiguës. À l'origine lieutenant d'artillerie, l'empereur visite une fonderie de canons. Debout, il est à l'aplomb d'une sorte de grue menaçante. Est-ce une grue nécessaire aux opérations de fonte et de levage de ce qui a été fondu? Est-ce une sorte de machine de théâtre? Est-ce une sorte de potence prémonitoire? Toujours est-il que, à l'aplomb de cet être audacieux et aux yeux de certains infernal, une chaîne, voire une corde. Tel un nouveau Don Juan ayant bravé toutes les lois et toutes les convenances, il est impassible devant une fosse d'où s'échappent des fumées diaboliques. L'impératrice, quant à elle, est chapeautée et vêtue, attifée serait plus exact, comme une actrice. Et actrice, on sait ce que cela peut signifier. Ainsi qu'on représente en temps ordinaire l'impératrice des Français, cette fille des Habsbourg qui, de 1713 à 1793, ont régné sur les Pays-Bas espagnols devenus autrichiens. Il y a en Belgique tout un accent qui est mis sur cette figure de la descendante des Habsbourg pour rallier à l'Empire français quelques grandes familles aristocratiques réticentes jusqu'alors. Pourquoi représenter ainsi, de manière plus que désinvolte, incisive, l'impératrice Marie-Louise? Ce dessin anonyme, le détail n'est pas neutre, et déconcertant, offre une paradoxale galerie de type officiel. Les habits civils et les uniformes chamarrés d'officiers, chapeau à la main et épée au côté, tranchent avec le visage des participants aux traits joufflus ou aigus, accusés, voire outrés.
Et de fait, ce regard très très étrange que ces personnages-là jettent sur l'empereur, et ces cheveux, pour certains très animés, font penser, et c'est l'hypothèse de monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique qui nous a fait l'honneur de visiter longuement cette exposition, un accent belge sur le clavier européen du musée Napoléon Ier, qui, monsieur l'ambassadeur, y voit une influence de la caricature anglaise. Il y a de fait quelque chose de sardonique et d'aigu qui le laisse penser. Alors, qui pourrait avoir exécuté ceci et quand? Qui, en Belgique, en 1811, à l'apogée de l'Empire français, à l'apogée du système napoléonien, aurait l'audace de dessiner, sinon signer, une telle œuvre? Très déconcertant. Ce doit être fait visiblement sur le moment même, parce que si c'était quelque chose de rétrospectif, dans le but de, par exemple, créer un album compilant, traduit en gravure ensuite, des charges contre Napoléon, une fois celui-ci vaincu, on connaîtrait d'autres exemplaires. Or, c'est une feuille qui paraît absolument unique. Un point de détail comme ça, l'empereur de passage à Liège devient prétexte à le camper en Don Juan infernal. Et cette idée de Don Juan se trouve de plusieurs façons. La potence, la fosse où il pourrait être englouti, ce personnage à contre-jour qui manie une pelle, peut-être nécessaire aux opérations pour déblayer les charbons embrasés, mais peut-être aussi la pelle du fossoyeur. Voilà, c'est une critique probablement exécutée sur le moment même, en sourdine. En sourdine, pourquoi? Parce que bien évidemment, la censure veillait, Savary, successeur de Fouché, était ministre de la police générale, et les préfets, évidemment, surveillaient étroitement l'opinion. Tandis que, au même moment, en Angleterre, pays hostile, bien évidemment, les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie. C'était non seulement abondé dans le sens du gouvernement, mais aussi gage de prospérité financière pour eux qui débitaient leur production. On est là, avec ce dessin, dans un tout autre contexte. Et pour ce musée Napoléon Ier, qui campe le système napoléonien, il est intéressant, par une œuvre telle que celle-ci, de montrer qu'il y avait des ferments de dissolution, des critiques sourdes qui ne pouvaient pas encore s'exprimer au grand jour, mais qui étaient déjà à l'œuvre. Et dans le cas particulier de la Belgique, il y avait notamment la question religieuse, le fait que le pape étant emprisonné et refusant de donner l'investiture canonique aux évêques, eh bien, ça bloquait deux choses. D'abord, le sacrement de confirmation, qui est du ressort épiscopal aux simples fidèles, et aussi, bien sûr, l'ordination de nouveaux évêques. Et ce mécontentement dans ces pays bas belges, va-t-on dire, dans ces départements belges, ce mécontentement de la population catholique était extrêmement vif et montait au fil des années en intensité. Attention, je ne dis pas que l'auteur de ce dessin, dont on ignore tout et qui s'est bien gardé de signer, je ne dis pas que l'auteur de ce dessin était nécessairement catholique, on n'en a aucune idée. C'est une question ouverte, c'est un rapprochement, et là encore, dans ce musée participatif qu'est le musée Napoléon Ier, toute suggestion étayée d'arguments est la bienvenue. Je vous remercie par avance d'apporter vous aussi, chers lecteurs, chers auditeurs, chers fidèles du fidèle scribe accroupi, votre pierre ou votre note à cette partition de la connaissance. Une nouvelle note belge sur le clavier européen du musée Napoléon Ier nous mène dans la salle Marie-Louise consacrée à la seconde impératrice des Français, épousée religieusement le 2 avril 1810 dans le salon carré du Palais impérial du Louvre, transformé en chapelle pour l'occasion. Nous voici confrontés à une œuvre d'une rareté insigne, et je remercie vivement M. Philippe Thomzin, spécialiste de l'industrie liégeoise, pour sa précieuse étude de ce buste. Nous voici confrontés à une œuvre qui est à la fois un incunable de la production de bustes en zinc et un apax, un unicum, car s'il exista deux bustes, le premier fondu
en 1809 à Liège et envoyé à Paris, aujourd'hui perdu. Le second fondu lui aussi à Liège en 1810 et aujourd'hui au musée Napoléon Ier avec des trous dans son cheminement. Cette œuvre est absolument rarissime. Longtemps négligée, car en zinc, pauvre matière, qui n'avait pas les mêmes honneurs que le marbre, cette œuvre est extrêmement révélatrice de la volonté de camper dans tous les matériaux possibles le visage de la nouvelle souveraine, que ce soit en argent dans cette statuette née d'une idée de Denon, que ce soit modelée dans la terre puis cuite, que ce soit peinte par le pinceau de Gérard et de son atelier. Là, nous mettons en batterie une nouvelle œuvre dans un matériau inattendu, le zinc. D'où cela vient-il? Un certain Jean-Jacques Daniel Denis, ancien chanoine du temps de la principauté ecclésiastique de Liège, ancien chanoine muet en entrepreneur, rallié au régime français, obtient du préfet du département de l'Ourthe la concession de la mine de calamine de la Vieille Montagne. C'est la naissance d'une entreprise qui traverse l'histoire de la Belgique pendant plus d'un siècle et demi. Il expérimente, à partir de 1808, l'extraction industrielle du zinc dans son usine du faubourg Saint-Léonard à Liège. Il dépose un brevet pour ce procédé en 1810. Cette même année 1810, il coule un buste de Marie-Louise d'après un modèle élaboré par François-Joseph Boziot, puis très peu, entre avril et la fin de l'année, avec des variantes dans le détail de la chevelure. Marie-Louise est vêtue à l'antique. Une agrafe retient sa robe sur son épaule droite. Le jeu des draperies masque et en même temps met en valeur sa poitrine, gage de fécondité. Le traitement du bas du visage suggère seulement l'ingrate lippe des Habsbourg. Un diadème, d'où s'échappent des boucles sur le front et des anglaises sur les tempes, évoque la majesté, tandis que des tresses sont montées en chignon à l'arrière. C'est une œuvre absolument unique qui porte un numéro RF, donc datant de la République du Louvre. Quand est-elle rentrée? A-t-elle été envoyée en 1810 à Paris? Ça paraît assez probable. Serait-elle en tout cas possible? Peut-être n'a-t-elle pas été montrée parce que justement le matériau n'était pas assez noble? Était-elle dans les réserves du Louvre, dans les caves du Louvre, lors de l'incendie sous la Commune au printemps 1871 qui ruina les Tuileries? On l'ignore. Toujours est-il qu'elle apparaît avec ce numéro RF. Elle est déposée à Fontainebleau en 1984 en vue de l'ouverture du musée en 1986. Il n'est pas sûr qu'elle ait été présentée. Pourquoi? Parce que le zinc, toujours ce zinc, une matière qui n'est ni noble ni antique, à la différence du bronze. Pour le propos du musée Napoléon Ier, il est extrêmement intéressant de montrer que les innovations techniques sont le plus possible sollicitées pour être mises au service de la majesté. C'est le cas, par exemple, de la manufacture Hutschneider à Sarreguemines, qui produit une faïence imitant le porphyre, chose qui est repérée par Dominique Vivant-Denon dès le salon de 1802 et qui reçoit un encouragement de l'État pour produire de grands candélabres qui viennent orner les palais impériaux. Eh bien, c'est exactement ce même mouvement, ce mouvement de recherche technique, d'innovation. Et il faut rappeler qu'à cette époque, Paris était la Silicon Valley du monde. Faut-il rappeler que Bonaparte fut, en 1797, élu à la section mécanique de la classe des sciences de l'Institut national. Donc cette dimension scientifique et cette application de la science à un usage concret ou symbolique est consubstantielle aussi du système napoléonien et à ce titre-là sera évoquée au 2 décembre 2028 dans une salle ou une unité thématique Napoléon en Nouveau-Prométhée. L'ex-chanoine acquis aux Lumières
qui allait chercher dans le minerai de quoi extraire une matière transmuée, l'ex-chanoine Denis concourait à sa façon à cette entreprise. La suite de l'histoire, la perte en 1814 des départements belges, fait que, évidemment, c'est une autre histoire qui va se dessiner et cette société de la vieille montagne, ô combien célèbre, comme le soulignait l'ambassadeur de Belgique lors de sa visite, eh bien, aura un autre destin décorrélé de ce que Napoléon avait tenté d'édifier, balayé par la défaite de 1814. Nouvelle étape dans ce parcours belge, c'est ce buste par Ruxtiel, préempté par l'État en 2007 et seul exemplaire connu en marbre représentant le roi de Rome. Ce buste est belge, en quelque sorte, par son artiste, Henri-Joseph Ruxtiel, qui est né à Lierneux, en Haute-Ardenne, et qui, à partir de 1795, est sujet de la République française, puis du Grand Empire, englobant les départements belges réunis. L'artiste, nommé sculpteur des enfants de France en 1812, donne une majesté et une gravité précoce au roi de Rome. Si l'enfançon a bien des traits joufflus, l'enjeu dynastique s'exprime dans le choix, pour ce futur empereur, d'un cadrage en Hermès à l'antique, en référence à Rome. La commande est orchestrée par Madame de Montesquiou. Épouse du grand chambellan, elle a été mûrement choisie par Napoléon en raison de son sens du devoir. Elle a la haute main sur toutes les dépenses de la maison du roi de Rome et orchestre les cadeaux et les étrennes que cette maison offre, dont des bustes en plâtre, d'après Ruxtiel, du petit roi de Rome. Cette version en marbre provient précisément de la comtesse de Montesquiou, qui, dès les premiers jours, veille sur le jeune prince, qui, en retour, la chérit et l'appelle Maman Q. Sur le côté, une inscription postérieure à l'exécution du buste propose un historique donné par l'empereur Napoléon Ier à Madame la comtesse de Montesquiou-Fezensac, née Letellier de Montmirail, gouvernante du roi de Rome. On voit que c'est postérieur parce que sous le Premier Empire même, on n'eût pas formulé ainsi les choses. Et puis par descendance, ce buste est passé chez la princesse de Chimay, qui l'a vendu chez un commissaire-priseur à Bayeux en 2007, où cette pièce majeure a été acquise par l'État français pour venir nourrir cette section roi de Rome, ici essentiellement exprimée par du mobilier, le mobilier, le berceau d'apparat livré pour les palais impériaux, cette table géographique qui était destinée à servir à l'instruction des enfants de Louis XVI et que Napoléon fait récupérer pour l'envoyer à l'institution d'éducation des enfants de France au palais impérial de Meudon, ou bien encore par ce baptistère qui servit pour le baptême du roi de Rome en juin 1811. Nouvelle note sur cette partition belge au musée Napoléon Ier, cette esquisse préemptée en mai 2021 qui a retenu notre attention en raison de son iconographie. Je tiens à remercier mon collègue de Gand, M. Wout de Vuist, qui spontanément, après l'acquisition de cette pièce, a écrit pour apporter des éléments documentaires décisifs pour retrouver l'historique de la pièce. La naissance, le 20 mai 1811, d'un héritier titré roi de Rome, gage de stabilité et espérance de paix, fut célébrée dans tout l'Empire avec un enthousiasme entretenu, voire suscité, par les autorités officielles, ainsi à Gand,
préfecture du département alors français de l'Escaut. L'Académie de dessin, peinture, sculpture et architecture de Gand organisa en 1812 un salon d'exposition de production d'artistes vivants. Un concours d'esquisses sur le thème des fêtes, célébré le 11 juin 1811 pour la naissance du roi de Rome, était réservé aux anciens élèves de cette académie. Pierre van Anseler, formé auprès de l'académie de sa ville natale de Gand, puis admis en 1809 dans l'atelier de Jacques-Louis David à Paris, complétait alors sa formation auprès du premier peintre de Sa Majesté l'Empereur, assimilant ses principes de sévérité, de style et de bon goût. Depuis Paris, la capitale du Grand Empire, il envoya à Gand, sa ville natale, cette esquisse qui porte le numéro 198 du livret sur un sujet éminemment politique. Le jeune artiste, qui entend démontrer sa maestria naissante, le jeune artiste qui travaille dans l'urgence, et on sait par les documents aimablement communiqués par M. Voet de Voist, qu'il eut à peine le temps de laisser sécher son esquisse pour l'envoyer dans les temps requis à Gand. L'artiste a disposé évidemment plusieurs groupes. Il y a d'une part au centre la France, vêtue d'une longue traîne impériale retenue par une attache où l'on voit le monogramme N de l'empereur et puis des broderies d'abeilles d'or. Donc la France, laurée de victoire, présente un enfançon ceint de bandelettes antiques, reposant sur l'hermine qui fourre le grand manteau de la France, en présence de Minerve, toujours Minerve, casquée d'un casque grec, et tenant une sorte de collier où il y a la gorgoneion, à la tête de la gorgone, présente cet enfant à la ville de Rome, de profil, ceinte d'une couronne crénelée, c'est une convention héraldique pour exprimer la ville, et cette idée de Rome est exprimée aussi par ces détails, ce groupe de la Louve et des deux jumeaux dont certains membres sont amputés pour montrer que le passage du temps les a en partie ruinés, sous-entendu la grandeur française va relever tout cela, Rome étant devenue la deuxième capitale de l'Empire. Idée soulignée aussi par cette figure ultra classique d'un fleuve barbu parmi les roseaux appuyant un bras sur une urne exprimant le cours de l'eau, idée reprise encore par l'arrière-plan où on voit des monuments antiques. Au-dessus du groupe central, la renommée associée à une sorte de prospérité, fleurs et pièces de monnaie s'épanche, voire médailles. Plus haut, Junon, flanqué de son pan, à la traîne ocellée dressée, tandis que un groupe à droite est formé par deux figures, une de profil présentant une muraille crénelée, c'est une ville, elle s'appuie sur un écu que l'on voit sommé de l'aigle française, et les armes de cette ville, concédées par lettre patente du 6 juin 1811, sont un lion d'argent dressé, 3 abeilles en chef et une couronne murale sommée d'une aigle impériale. Ça, c'est les armes de Gand du temps de l'Empire français. Et cette figure de la ville de Gand enjoint d'un impérieux index à Clio, ici représenté armé de son stylet, de graver ce haut fait. Ce haut fait, ce sont les fêtes qui ont marqué l'anniversaire de la naissance du roi de Rome, qui fut célébré en grande pompe dans l'Empire, alors à son apogée. L'histoire de ce tableau, retracée grâce à, encore une fois, l'obligeance de M. Voet de Voist, est la suivante. Présenté à ce concours d'esquisse, on le retrouve dans le livret, mais sans nom. Il y a la description de l'œuvre, mais il n'y a pas le nom du candidat, vu que le jury ne s'est pas réuni. Puis, dans un deuxième temps, on a un compte-rendu paru après la fermeture du salon, où on apprend qu'une œuvre a été primée et une autre retenue seconde, celle-ci, et on dit que c'est un talent très prometteur et que, bien sûr, les plus grandes espérances sont promises.
mais aussi, destin très étrange, ce Pierre van Anselaere, qui, à partir de 1814, est sujet du Royaume uni des Pays-Bas, regroupant l'actuelle Belgique et la Hollande, jusqu'en 1830-32, eh bien Pierre van Anselaere poursuit sa carrière, il va en Italie, et il est surtout collectionné par des Belges, des Hollandais et des Anglais. Il y a de très beaux portraits par lui à la National Portrait Gallery de Londres, était absent des collections françaises. C'est un artiste qu'on ne figure pas, donc là encore c'est un point, une note particulière du musée Napoléon Ier, qui est que l'on trouve ici des œuvres que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et l'œuvre a un destin assez amusant, à savoir que gardée par la personne reçue second au concours, gardée par Devers lui, à son décès en 1861, un inventaire de ses biens est fait et proposé à la vente, et il y a trois parties. Il y a la collection amassée par Pierre van Anselaere en Italie et dans les pays et en Europe du Nord. Il y a son fonds d'atelier, et puis il y a une troisième catégorie qui est d'origine inconnue. Et parmi ces œuvres d'origine inconnue, il y a, on la reconnaît à la description, sinon à l'intitulé, il y a cette œuvre-ci. C'est-à-dire que, l'ayant gardé par devers lui toute sa vie, il, et n'ayant pas mis de cartel indiquant qui c'était, parce que lui savait que c'est lui qui l'avait peint, l'expert de la vente ne lui attribue pas, et puis œuvre inconnue. Et qu'est-ce que cette œuvre pouvait signifier pour Pierre van Anselaere? Regardons ce groupe d'enfants. Ce groupe d'enfants qui, l'un tient palette entachée de couleurs et pinceau, celui-ci une toile montée sur un châssis et vierge, ainsi qu'un livre, allusion à l'étude. Celui-là joue du compas sur un plan, c'est l'architecture. Celui-ci chevauche une guitare. Des attributs sont ici massés, une lyre, une partition, un buste d'Alexandre, un recueil d'estampes, autant de modèles, une estampe elle-même, des pinceaux, un livre, toutes ces références que les jeunes gens étudiaient dans les académies de peinture, sculpture et architecture, et qui constituaient leur bagage. Et lorsqu'on voit ces poutis armés de ces attributs d'artistes, ces poutis en formation, à Gand et pour certains à Paris ensuite, quand on voit ceci et qu'on pense que Pierre van Anselaere eut sa vie durant sous les yeux ce tableau qui remporta un second prix, on se dit que c'est à la fois un hommage à sa ville natale, demeurant se réunissait le jury, mais aussi, d'une manière générale, une allusion à la formation qu'il a reçue, formation qui était en cours en 1812 au moment de ce concours. Il était sur les berges de la Seine, auprès de David, premier peintre de Sa Majesté. Et il n'est pas interdit de penser que, pour cet artiste qui au livret se présenta sans son nom, mais avec ce titre de « élève de Monsieur David », cela renvoie aux plus belles années de sa vie. Dernière étape de ce parcours belge dans la salle Lendemain d'Empire, 1814-1815 et au-delà. Ce tableau, lui aussi préempté en mai 2021, et qui, ayant par la singularité de son iconographie retenu notre attention, s'est révélé lui aussi d'une richesse absolument incroyable. Au revers se trouve un cachet de cire rouge, un écu surmonté d'un taureau. Cela nous met bien sûr le taureau, l'animal emblématique de l'évangéliste Saint Luc, réputé peintre, nous met sur la piste en quelque sorte d'une guilde de peintres, ce d'autant plus qu'il y a une inscription qui est Ac d'Anvers. Et cet indice matériel nous met sur la piste d'une œuvre née dans un contexte institutionnel. La Société d'encouragement des beaux-arts d'Anvers
organisa de fait un concours en 1816. Pour la catégorie tableau de genre avec figure, sur le sujet un déjeuner, un artiste anonyme, c'est un concours, présenta un déjeuner de plusieurs Anglais dans la maison La Belle Alliance. Et le livret indique qu'il y a comme devise, c'est-à-dire comme moyen de le reconnaître, reconnaître l'auteur à la proclamation des résultats, il y a cette devise « souvenir ». Comment faut-il l'entendre? Par recoupement, on arrive à cet artiste Johannes Josephus Vervloet, sujet du Royaume-Uni des Pays-Bas, confié au roi Guillaume Ier d'Orange, et État qui était conçu comme un boulevard braqué contre la France. Ce Vervloet arpenta en août 1815, très tôt, le champ de la bataille du 18 juin 1815 pour prendre des croquis de Waterloo, de détails à même de nourrir de futurs travaux. À ce même salon d'Anvers de 1816, il présente, cette fois-ci sous son nom, il ne s'agit pas d'un concours, 5 aquarelles, un convoi de prisonniers, imagine qu'il s'agit de Français, et 4 vues, une des cours du château d'Hougomont, au milieu de cette si âpre bataille, les hauteurs de Plainchinois, la ferme de Vacheray et la maison La Belle Alliance, numéro 98 du livret, à l'intérieur de laquelle il choisit de camper sa scène de genre peint. Et ça, c'est très intéressant de voir que, venant très tôt recueillir sur le champ de bataille des témoignages graphiques, il a l'idée d'incorporer à cette scène de genre qu'on attend de lui, un déjeuner, sans précision, d'incorporer en quelque sorte une scène d'actualité. Alors certes, il renvoie à la grande tradition de la peinture flamande par des détails, la vieille dame travaillant près de la cheminée, le buveur qui vide une chope de bière, la domestique qui tient en main un ustensile ménager, mais aussi il lui donne une autre dimension qui est celle de l'état de l'Europe, car c'est un déjeuner d'anglais, et on voit un officier anglais dont le sabre bat le flanc, un sabre de cavalerie légère, par opposition avec l'amas des débris de la Grande Armée. Donc il y a vraiment l'opposition de deux mondes, un monde de vivants, cet anglais, probablement son compagnon, sa jeune fiancée ou plus encore probablement son épouse, qui elle n'a point de sabre à son côté, mais tient en main un umbrella, un parapluie. Derrière, un anglais très très élégant, coiffé d'un haut de forme. Ici, un homme du cru, peut-être le dernier guide de Napoléon, qui est ainsi invité à narrer ce qu'il a vu. Le tout dans un espace qui rappelle bien sûr la peinture du XVIIe, avec une petite astuce qui est que sur le mur de fond, on voit se réfléchir la lumière qui rentre par les grandes baies carrées, et cette nature morte, cette nature doublement morte, car ces effets militaires ont été prélevés sur des gens qui ont laissé leur peau, ont été laissés se vider de leur sang sur le champ de bataille de Waterloo. Et ce que l'on voit ici, c'est une espèce de grande armée de ferraille, une grande armée vaincue, une fois n'est pas coutume, une grande armée où chaque corps est représenté. On devine les lanciers polonais à ce fanion. Il y a une cartouchière, des sabres courbes de cavalerie légère, un bâton de maître de musique, des baïonnettes, un shako avec cette plaque en losange qui accourt à partir de 1811, une cuirasse, un casque à la Minerve du même type que celui du colonel Grouvel présenté dans la vitrine juste en face. Il y a une longue lame droite une plate de cavalerie lourde pour charger en pointe. Il y a un amas d'une armée vaincue. Alors ce serait paradoxe de dire que c'est là le premier musée Napoléon Ier, car ce n'est pas un musée destiné à durer, ce sont des pièces qui sont exhibées là
à la vente. À la vente. Et Walter Scott, qui en août 1815, je remercie encore une fois David Milroux de cette très riche précision, Walter Scott, qui en août 1815 fréquente le champ de bataille, dit « On ne trouve plus de casque. Tout cela s'est arraché et il faut se rabattre sur d'autres effets. » Mais de fait, c'est à Waterloo, car un aubergiste garda un certain nombre de pièces pour attirer les touristes, c'est à Waterloo, devenu champ de mémoire européen et lieu du tourisme naissant, qu'en quelque sorte apparut un des premiers musées Napoléon Ier. Ici, pour ce musée de synthèse à l'échelle européenne qu'est le musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, avoir cette œuvre belge dans un cadre belge. Une grande spécialiste de cadres nous a fait l'amitié d'analyser nos cadres et elle confirme l'origine belge de ce cadre, le cadre d'origine de l'œuvre. C'est un arrêt sur image extraordinaire qu'offre cette scène. Et outre son regard belge, nous pouvons aussi présenter le regard anglais par un mouchoir imprimé et par une assiette qui représente Distant View of la Belle Alliance from the spot where Buonaparte rallied the Imperial Guard. Et par une politique d'acquisition tenace, par l'exercice du droit de préemption de l'État pour enrichir les collections nationales dans une perspective européenne, nous pouvons rapprocher une vue extérieure de la ferme La Belle Alliance d'avec une vue intérieure, première pièce anglaise, deuxième pièce belge, d'un lieu ô combien important, la Belle Alliance. Belle Alliance qui à l'origine renvoyait à une union entre deux familles paysannes et qui, par la rencontre du généralissime anglais Wellington et du général en chef prussien Blücher, prend métaphoriquement l'acception de belle alliance européenne contre la dernière tentative de Napoléon. Ce qu'en creux offre ces dépouilles d'une armée vaincue, c'est la prééminence anglaise en Europe. La mer a vaincu la terre et c'est l'apogée, cette domination de l'Angleterre sous Victoria. Et Napoléon III, ne s'y trompons pas, qui rechercha avidement l'alliance anglaise. D'une scène de genre née d'un concours organisé à Anvers, nous pouvons l'élever au rang d'allégorie d'un nouvel ordre européen. Les rêves que caressait Napoléon dans ses armements d'Anvers, pistolets braqués contre l'Angleterre, ces rêves de Napoléon que rendit compte dans cette merveilleuse esquisse de Napoléon appelé au pavois par Jupiter, gage d'une victoire maritime sur l'Angleterre, s'était fracassé dans la plaine, sinon morne, du moins sanglante, de Waterloo.